Le président de la République a parlé hier soir, il nous a dit c'est l'État qui paye. Et on va voir effectivement s'il peut tout payer avec Yves Jégo, qui est le député UDI de Seine-et-Marne, qui est par ailleurs vice-président du Parti radical. Et à l'UDI, il se passe des choses puisque on connaîtra le nouveau président de l'UDI le 15, même le 13 novembre, à l'issue du vote. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, raté ou réussi cet examen de passage hier? Je sais pas, j'ai lu le Figaro, il y a marqué encore raté. Mais vous avez regardé quand même? Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais la question. Raté oui, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Pourquoi? Moi, j'ai un message pour ces conseillers en communication. Qu'allait-il faire dans cette galère? Il pouvait pas. Tout le monde savait à l'avance que c'était raté. C'était raté. Comment vous l'avez interprété en répondant à un jeune homme capacitaire en droit? Il lui proposait un emploi d'avenir parce que ce jeune n'a pas trouvé d'emploi. Il dit c'est tout d'ailleurs, vous inquiétez pas, c'est l'État qui paye. Comment vous... Il y a 25 ans. Non, je pense qu'il n'a pas vu que le mur de Berlin s'est effondré il y a 25 ans, que le socialisme est mort avec, et que cette vision de l'État-providence, de la manne inépuisable qui permet de régler tous les problèmes et d'assurer les citoyens contre tous les aléas de la vie est une vision dépassée. Il est dans son siècle, c'est-à-dire le siècle de Marx plutôt que celui d'Internet. D'accord. Alors, il nous a parlé du service civique aussi. Est-ce que vous avez compris que ce service civique, maintenant, serait bénévole ? Donc ça va attirer beaucoup de monde, ça. Je crois que là aussi, il est dans le flou le plus complet. Le service civique, moi, je suis assez favorable au développement de ces mesures de service public. Oui, on a une vraie question de coût. C'est-à-dire que ça soit un passage obligatoire pour les jeunes? Il y a une question de coût. 750 000 jeunes sont une classe d'âge. Chaque année, il y a 750 000 jeunes qui naissent dans notre pays et qui forment une classe d'âge. On ne peut pas accueillir 750 000 jeunes par an au service civique. On en a 35 000 avec combien de difficultés? Donc il faut inventer des modalités. Mais aller dire celui qui voudra faire du bénévolat gratuitement pourra l'accueillir, honnêtement, il n'y a pas besoin de l'État pour ça. Les associations font ça très bien. Et alors, il nous propose aussi des tablettes pour tous les élèves de 5e. Oui, là aussi, il n'a pas vu que le monde a changé. C'est que les tablettes sont déjà dépassées. Je pense que la révolution numérique dans l'éducation nationale, elle reste à construire avec un handicap, un seul. Ce n'est pas les moyens, c'est la formation des enseignants. Et que vous ne pourrez pas obliger les enseignants à enseigner avec les outils du numérique si vous ne les formez pas à la question du numérique. Je suis maire, j'ai installé des tableaux blancs interactifs dans mes écoles, c'est-à-dire des écrans Internet à la place des tableaux blancs. La moitié des professeurs n'en ont pas voulu parce qu'ils n'étaient pas formés. Bon, on va s'occuper de vous, mais avant, il y a aussi l'école, il nous a dit une deuxième chance pour ceux qui n'avaient pas de diplôme, les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Qu'est-ce que vous avez compris de cette deuxième chance? Heureusement que j'étais bien assis, parce que j'ai failli tomber de ma chaise. Moi, je suis président fondateur de l'école de la deuxième chance de Seine-et-Marne. Édith Cresson, qui n'est pas très éloignée de François Hollande en termes politiques, avait créé à l'époque où il était commissaire européen des écoles de la deuxième chance. Nicolas Sarkozy en a fait une politique nationale, il y en a une par département. J'ai la chance de présider celle de Seine-et-Marne. On peut, je le dis au président de la République, accueillir aujourd'hui beaucoup plus de jeunes. Il suffit qu'il nous donne les moyens de le faire. Et s'il pense qu'il va faire bouger le mastodonte de l'éducation nationale pour réaccueillir les élèves qui sont sortis du système scolaire facilement et en quelques mois, il se trompe. Qui est-ce qui finance les écoles de la deuxième chance? Les régions, la formation professionnelle, la taxe d'apprentissage des entreprises sur ce sujet. Vous recevez combien, par exemple, dans votre département? Dans mon département de Seine-et-Marne, on a pour le financement pour 400 jeunes par an en insertion. 400 jeunes. Moi, je peux monter. Ça dure combien de temps? Entre 1 an et 3 ans, en fonction du temps d'insertion dans l'entreprise. C'est très souple, c'est très adapté aux situations des jeunes et ça permet aux entreprises de pouvoir accueillir des jeunes. C'est une sorte d'alternance New Look pour ceux qui sont tombés à côté du fil. Écoutez, nous, on a 70% de taux de réussite dans les placements, donc c'est efficace ce dispositif. Je dis au président de la République, plutôt que de réinventer une usine à gaz, donnez les moyens aux écoles de la deuxième chance. En France, il y en a une par département et vous allez voir que les jeunes décrocheurs vont être accrochés tout de suite. Ok. Alors, le 13 novembre, on connaîtra le nom du nouveau président de l'UDI. C'est la foire d'Empogne. Hein. Je regrette qu'effectivement cette fin de campagne ait montré à certains candidats... Morin accuse Jean-Christophe Lagarde de tricher. Tout ceci est très injuste pour une raison simple, c'est qu'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que pendant la période où j'étais président par intérim de l'UDI,
j'ai imposé que notre processus électoral soit contrôlé par des huissiers, que la liste électorale a été établie par des huissiers de justice, qu'elle a été vérifiée, survérifiée et méga vérifiée, et que toute tentative de faux adhérents, d'adhérents multiples était impossible. Donc, et que les adhérents qui ont été retenus par les huissiers pour voter, c'est-à-dire les 27 296... Elles sont infondées alors, les accusations de Morin? Oui, j'ai un peu le sentiment qu'il y a un camp qui sent un peu... Vous avez votre coco à vous? Oui, qui s'appelle la CNAT, qui est présidée d'ailleurs par un proche d'Hervé Morin, à qui j'ai toute confiance. C'est le sénateur Jean-Léonce Dupont, qui travaille avec une batterie d'huissiers. Ils sont plus de 10 à avoir travaillé sur ce sujet. Nous avons le système le plus sécurisé. Et moi, je dis simplement qu'en politique, il faut apprendre à perdre. Et que j'ai l'impression d'être en face de gens qui, n'ayant jamais perdu ou pas assez perdu d'élection, ne supportent pas l'idée de perdre. Moi, j'ai perdu le premier tour. Est-ce que je conteste quelque chose? Je ne conteste rien, parce que ça s'est joué à la loyale. Sincèrement, c'est la nuit des longs couteaux, cette élection, et puis vous vous entendez pas bien entre vous. Regardez, par exemple, vous, avant le premier tour, pof, il y a une histoire qui tombe dans la presse, à partir d'une enquête préliminaire qui avait été ouverte l'année dernière, et on en fait des pages et des pages soi-disant ouvertes, sur un enrichissement personnel. Qu'en est-il d'ailleurs de cette mais sur des choses, je ne sais rien sur ce sujet. J'ai demandé à être entendu pour attester de ma bonne foi sur tout ça. Tout ce que un juge d'instruction va être saisi, à votre avis? Mais non, je ne pense pas. C'est confié sans doute à des policiers. Et je pense qu'en 24 heures, ils vérifieront que tout ceci est faux. C'est le climat politique dans lequel on vit, qui est à la fois les conflits entre personnes, qui est à la fois les boules puantes, qui est à la fois un effondrement des valeurs morales liées à la politique. Y compris chez les centristes, donc. Mais partout. Et qui fait que l'inquiétude qui était la mienne la dernière fois où vous m'avez invité, quand je parlais de mon livre « Marine Le Pen arrivera au pouvoir », de jour en jour, de semaine en semaine... Mais là, vous êtes en train de lui dérouler le tapis rouge chez les centristes. Je ne sais pas si c'est nous ou si c'est l'état de la situation, mais effectivement, les attitudes que nous évoquons à l'instant participent à faire monter Marine Le Pen, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays. Donc vous allez voter Lagarde? Je soutiens Jean-Christophe Lagarde pour deux raisons simples. D'abord, c'est un homme neuf. Il a 46 ans. Et il n'est pas le plus connu d'entre nous. Et il faut de la nouveauté. Morin n'est pas très vieux. Il a mon âge, mais il est déjà plus connu. Il fait moins renouvellement que Jean-Christophe Lagarde. Je pense que c'est important d'avoir des gens nouveaux. En politique, les Français attendent des visages nouveaux. Et puis, il y a une deuxième raison qui est fondamentale. C'est qu'il est celui qui veut préserver l'indépendance de l'UDI. Vous ne voulez pas de primaire Je ne veux pas que l'UDI soit le hochet de changer là-dessus quand même. Non, sur les primaires, moi j'ai toujours dit qu'il y avait trois conditions. Il fallait qu'elles soient ouvertes, qu'il y ait tous les candidats et qu'elles soient co-organisées entre les partis politiques. Je ne change pas d'avis. Pour ça, vous êtes pour. Mais je ne veux pas que l'UDI soit le hochet, chef à plume d'un parti voisin. Je veux une UDI indépendante. Le seul qui tient ce discours clairement, c'est Jean-Christophe Lagarde. Je lui apporte mon soutien. Et on pourrait avoir des primaires en 2016 avec Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon et Jean-Christophe Lagarde? Et François Bayrou, parce que des primaires ne valent que s'il y a tout le monde. Et là, vous soutiendrez qui alors? Ça, on verra en fonction de cette organisation sur ce sujet-là. J'ai envie qu'il y ait un candidat UDI, donc on soutiendra celui qui émergera de l'UDI. Et Jean-Christophe Lagarde a pris un engagement qui me va bien, c'est de dire aux militants de l'UDI, la stratégie pour les présidentielles et le candidat de l'UDI au présidentiel, c'est vous qui le choisirez dans un congrès que nous allons convoquer au premier trimestre 2016. Et moi, je trouve bien que dans un parti politique, ce ne soit pas les chefs qui s'arrangent dans l'arrière-cuisine, mais que ce soit les militants qui choisissent. Donc, comme militant, ce jour-là, au premier trimestre 2016, je choisirai notre candidat à la présidentielle. Vous avez des nouvelles de Ramayad? Pas récemment. Non, c'est pas votre ami, hein. Pourquoi? Je sais pas, dernièrement vous avez dit qu'elle foutait le bazar au Parti radical. Non, j'ai regretté que les actions judiciaires qu'elle a menées contre l'élection de Laurent Hénart donnent une image de la vie politique qu'on voit bien dans la contestation que semble mener M. Morin. Le patron du Parti radical, il était élu, enfin, honnêtement, voilà, enfin, moi je trouve que nos histoires de famille, le linge sale, on le lave en famille. Et que quand on a des choses à se dire, on se le dit entre nous, mettre ça sur la place publique et dévaloriser l'action politique, on n'a pas besoin de ça. C'était le talk Orange Le Figaro de Yves Gégaud qui nous a dit que, sans surprise, il allait voter évidemment pour Jean-Christophe Lagarde à la présidence de l'UDI, que l'état des centristes était un peu le reflet de ce qui se passe ailleurs dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a quand même un délitement moral, c'est ce qu'il nous a dit, et puis que le président de la République ne connaissait pas bien les écoles de la deuxième chance. La preuve, c'est qu'il veut en remettre une couche et que apparemment, il est pour le moins dans le flou. C'était le talk Orange Le Figaro de Yves Gégaud. Merci.